Je... Comment ça se fait? Ah, Est-ce que attends, moi, je vais... Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. ok, Merci. extra. C'est moi qui vous remercie. Donc, je vous propose de démarrer. On est ici sur un webinaire très bienveillant et de partage sur un retour d'expérience d'un projet assez récent qui est encore un peu en cours, puisqu'il se termine dans les prochaines semaines. Un projet pédagogique qui est mené par la commune d'Auray sur une cour d'école maternelle. Donc là, on est dans le Morbihan. Euh, je, je préfère rappeler juste une règle de réciprocité. L'idée ici, c'est vraiment un partage de bonnes pratiques, mais aussi un partage des difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien. Euh, on est assez nombreux, donc idéalement, si on pouvait couper chacun nos micros et moi, je vais pouvoir distribuer la parole. Vous avez la possibilité soit de lever la main, il y a un petit bouton tout en bas de l'écran avec une main levée. Ça permet de gérer le fil et aussi de poser des questions par la petite bulle de conversation. L'idée, c'est qu'on puisse traiter les questions au fil de l'eau. Et si d'aventure, on n'arrive pas sur le temps imparti à traiter l'ensemble des questions, on va se faire une joie de pouvoir y répondre à la suite du webinaire, considérant qu'il y aura de toute manière un certain nombre de questions qui seront soulevées et qu'on n'aura probablement pas le temps de traiter. Euh, alors, j'ai mis ici une carte qui est à peu près celle de 11 heures ce matin. Alors, s'il y a eu des gens qui se sont connectés ou inscrits après 11 heures, malheureusement, je pense qu'ils n'ont pas nécessairement eu le lien facilement. Mais on a une certaine représentation d'un intérêt en France. Donc, on a des petites villes, des grandes villes et des villages qui sont inscrits. Et là, rapidement, je vais passer sur le qui sommes-nous pour les amoureux de la Bretagne. En tout cas, on est sur des images un peu d'Épinal de la Bretagne. On est sur le phare de la Jument à Ouessant. Donc, pas nécessairement très à côté de là où on vous parle. On vous parle à la fois d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan. Et on a donc ici la joie, enfin j'ai la joie d'animer ce webinaire pour lequel on laissera la parole essentiellement à Maude Duxin et Myriam Devin de la commune d'Auray. Maude, Myriam, est-ce que je peux vous laisser vous présenter? Oui, bonjour à toutes et tous. Donc moi, c'est Myriam Devin, je suis adjointe à l'éducation, l'enfance et la jeunesse à Auray, donc dans le Morbihan, dans le Sud-Bretagne. Et donc je couvre le champ, on va dire, des 3 jusqu'à 20-25 ans sur la collectivité, tout ce qui a trait aux écoles, centres de loisirs, séjours, vacances, restauration collective. On a aussi un gros projet alimentaire sur la commune et un projet du coup de végétation des cours d'école. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et je suis avec. Bonjour à tous, merci d'être venus. Donc moi, je m'appelle Maude Duxin, je suis responsable d'éducation et je suis adjointe à la direction éducation enfance jeunesse et je suis membre du conseil d'administration de l'ANDEV. Donc l'ANDEV, je pourrais vous en toucher, je vous ai mis un petit récapitulatif. C'est une association qui regroupe l'ensemble des responsables éducation enfance jeunesse sur des petites, moyennes ou grandes villes. Elle est là pour nous soutenir professionnellement et ces 3 valeurs sont la solidarité, l'engagement et l'inspiration. Donc, c'est un appui précieux dans nos démarches politiques. Parfait. Merci beaucoup, Myriam et Maude. Pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander si vous avez la possibilité. Alors, je vais mettre le message dans le chat. Soit vous avez la possibilité d'accéder à ce site internet qui est directement joignable depuis votre navigateur, ou alors de scanner comment on appelle ça, le QR code qui va s'afficher instantanément sur vos écrans. Ça nous permet d'ajouter un peu d'interactivité et de mieux connaître le groupe. Alors, j'attends une petite minute parce qu'il faut lancer le téléphone, trouver l'application. Et on va commencer par une première question. Donc là, on a 18 inscrits.
sur le Woodclap. Et on est combien en tout? 37. 20, ça arrive. 22, 23. OK. Donc, vous avez le compteur tout en bas ici à droite avec ma souris. 24. Tout le monde n'a pas nécessairement la possibilité de se connecter techniquement, mais si on arrive à dépasser les 30, ce serait idéal pour commencer à avoir un panel un peu représentatif. Et je peux déjà vous préparer à la question. La question qui va suivre, c'est: avez-vous déjà réalisé un projet participatif de réinvention d'une cour d'école? Est-ce que vous avez déjà participé à ce type de projet? Et scrutez vos écrans et vos téléphones, la question arrive. Donc là, on va vous permettre de donner 4 réponses au choix, soit oui, soit non, mais c'est en discussion, non, ce n'est pas prévu, ou c'est quoi un projet participatif? Il faudra évidemment valider le vote par le bouton qui est tout en bas, et vous avez la possibilité de laisser un commentaire si vous le souhaitez. C'est en discussion pour 2027. Donc pensez bien, quand vous avez appuyé sur un des boutons, un des 4 boutons, de bien valider avec le bouton bleu en bas de l'écran, avec une sorte de petite flèche, de petit avion en papier dessiné. Ça permet de prendre en compte votre retour. On devrait a priori avoir 32 votes, puisqu'on a 32 participants. OK, donc là, on a 25, ça stagne un peu. Alors, j'ai plusieurs messages. Donc, c'est une majorité de non, mais c'est en discussion prévu au lancer, ce qui fait peut-être aussi du sens à ce webinaire. Dans les commentaires, donc tous les résultats de tous ces votes, entre guillemets, vont vous être partagés à l'issue du webinaire également. Si vous voyez toujours l'écran. Et donc, on a des commentaires dans le oui, dans une cour maternelle, et des affirmations des cours d'école. OK, parfait. Merci. Je vais tout de suite passer à la seconde question. Comme ça, vous restez sur vos écrans et après, on reviendra dans le webinaire. C'est une question très ouverte. Là, on va créer des nuages de points. Donc, vous pouvez taper du texte, des petites phrases ou juste des mots. L'idée, c'est de créer un nuage de mots qui permettent de voir un peu les motivations derrière la création de ce type de projet. Et pensez bien à valider. Vous pouvez donner plusieurs réponses, hein, autant que vous voulez d'ailleurs. On a énormément de réponses. Parfait. Merci beaucoup à tous. Je vais le laisser en arrière-plan et
Et revenir sur la présentation, ça nous permet de continuer d'agréger un certain nombre de mots. Vous allez voir que quand on a des mots qui reviennent, par exemple environnement, chaleur, îlot, alors ça doit être îlot de fraîcheur, on a ces mots dont la taille augmente à mesure de leur occurrence. Alors, je vais repartir sur la présentation et donner la parole à nos amis de la commune d'Auray. Évidemment, c'est un projet politique aussi, et en fait, il y a un diagnostic qui a été effectué en 2023 notamment, mais ce n'est pas le premier, ce n'est pas nécessairement pas la première, la première étape. Que pouvez-vous nous dire de ce projet? Alors, effectivement, on a fait un diagnostic en 2023. L'idée, c'était de repérer tout ce qu'on appelle les îlots de chaleur à Auray, les grandes zones en fait qui sont imperméabilisées et qui reflètent la lumière du soleil et qui du coup créent des zones de chaleur dans la ville. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs zones fortes, notamment le cimetière par exemple, qui était une très grosse zone de chaleur parce que tout en gravillon. Le parvis de centre culturel et forcément du coup les cours d'école. Ça, c'était vraiment ressorti de ce diagnostic-là. Et du coup, ça s'est combiné en fait avec un projet politique qui était de travailler sur les cours d'école. Donc, on a aussi mis en place un budget participatif. Donc, on a des parents qui sont investis sur une rénovation d'un parvis d'école. Et du coup, on a enchaîné directement avec une première cour d'école sur la ville pour travailler, comme ça apparaît à l'écran, différents enjeux. Un enjeu de société, parce que l'idée, c'est aussi de mixer les usages, développer l'égalité filles-garçons, dégenrer ce qu'on appelle dégenrer les cours d'école. Il y avait pas mal de bouquins sur le sujet, sur la place du ballon, la place des filles, la place du jeu dans les cours d'école. Un enjeu de bien-être, parce que l'idée, c'était aussi de diversifier les espaces et répondre aux différents besoins des enfants, parce que tout le monde n'a pas envie de courir tout est partout, il y a beaucoup d'enfants qui aiment aussi se poser. Et un enjeu écologique évident sur lutter contre les îlots de chaleur, création d'ombrage, c'est vraiment un souci dans beaucoup de cours d'école, et travailler sur l'indésamperméation des sols, avec l'infiltration des eaux pluviales, la création d'espaces perméables sur ces espaces-là, ce qui permet aussi, c'est pas forcément inscrit là, aussi de travailler sur ce qu'on appelle la pédagogie du vivant, avec une réintroduction de la petite faune dans les cours d'école, ce qui était un peu disparu. D'accord. Ce projet, ça a été aussi mené avec certaines méthodes, peut-être que vous pouvez détailler, parce que on a eu beaucoup de questions en amont sur mais comment on fait? Oui, alors du coup, il faut savoir qu'aussi à Auray, on est sur une volonté de faire démocratie participative, un enjeu d'une politique publique. Donc, c'est vrai qu'on est très attaché à faire participer la population à nos travaux. Et du coup, la méthode qu'on a utilisée, c'est une méthode en plusieurs phases. D'abord, une phase de diagnostic, de constat. On croise les différents regards des usagers, à la fois forcément des enfants, évidemment, des enseignants, des personnels d'entretien, des personnels d'animation. L'idée, c'est de voir un peu tous les usages qui sont faits de cette cour, de remonter les points forts, les points faibles, les envies, les besoins, surtout les besoins identifiés sur les usages, parce qu'un enseignant n'a pas forcément le même besoin qu'un animateur et un enfant non plus. Donc c'était un peu ça qui était intéressant. Ensuite, il y a une deuxième phase qu'on appelle la phase du rêve. Alors ça, c'est que tout le monde l'aime beaucoup. L'idée, c'est surtout pas dans le sens de ne pas se censurer, de ne pas s'inhiber, c'est d'aller vraiment le plus loin possible dans la réflexion. Donc, on a eu des choses assez formidables. On a eu énormément de toboggans qui descendaient du toit. Une piscine, je crois aussi. Piscine de la cour d'école. Trampoline géant. Voilà. Et les idées viennent parfois, il n'y a pas forcément toujours que des enfants aussi. Il y a pas mal d'enseignants aussi qui sont mis à rêver. Et c'est vrai que c'était ça qui était intéressant, c'est d'avoir vraiment une vision très, très large de ce qu'on peut faire dans une cour d'école. L'idée, c'est de sortir un peu du carcan de pensée et de s'autoriser à imaginer de nouveaux usages. Donc ça, c'est vraiment la phase de rêve. Donc on a travaillé avec des questionnaires, avec des travaux plastiques pour les enfants, avec des sondages auprès des parents aussi, savoir aussi comment est-ce qu'ils s'investissent dans cette cour d'école. Parce qu'il y a aussi ce travail-là avec la communauté éducative dans son ensemble, les enseignants, les enfants, les personnels, mais aussi les parents. Comment est-ce qu'on recrée ce lien avec les familles? Et c'est accompagné sur la pause méridienne par les équipes d'animation. Des plans sont construits en Lego ou en plaques avec les enfants pour dessiner la future cour.
Voilà, des maquettes, des dessins, des plans à échelle avec des petits bonhommes posés par-dessus. Donc ça, c'est la phase de rêve qui est très, très chouette. Et ensuite, on a le retour à la réalité, forcément, où là, on prend en compte différentes contraintes, hein, ce qu'on appelle les contraintes d'accessibilité PMR, d'accessibilité pompier, les contraintes techniques avec les réseaux souterrains. On a une cour d'école, par exemple, sur laquelle il y a énormément de réseaux. En fait, on ne peut pas creuser partout. C'est comme ça. Les contraintes financières aussi, parce que tout a un coût, malheureusement, et que forcément, il faut raison garder parfois sur, sur les projets. Et puis aussi les contraintes des fois un peu juridiques aussi. Est-ce qu'on peut vraiment tout faire dans une cour d'école? C'est intéressant à creuser comme sujet. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'arriver sur cette phase de combiner à la fois la phase première de diagnostic avec les besoins, les envies, le rêve, sur ce qu'on explore comme possibilité, comme idée, et après de revenir à une élaboration de plusieurs scénarios, en fait, plus raisonnables, plus raisonnés, mais qu'on peut ensuite travailler, proposer, soumettre au vote au conseil d'école et travailler après avec la communauté. C'est vraiment ces trois grandes phases-là. On associe bien évidemment les services techniques, la réalisation des plans et puis des projets. Et en général, on vient figer la cour à l'aide de bombes de peinture et on fait une visite avec l'ensemble des équipes, donc animation, entretien, restauration, et les familles pour qu'elles puissent se projeter aussi dans la future cour qui a été validée par tous. C'est ça, de la bombe, des plots. Voilà, l'idée, c'est vraiment de montrer ce qui donnait à voir un petit peu les différentes possibilités de scénarios. Et puis ensuite, après, on passe à l'étape technique où là, il faut finaliser les plans, imaginer un peu les zones à décrouter, etc. Avec tout ce qui est faisable en régie ou pas, l'externaliser ou pas en fonction des différents projets. Et le projet, si tu peux passer à l'autre slide, Vincent, s'il te plaît. Le projet, c'est pas uniquement enlever du goudron, mettre de la terre et du paillage. En fait, ça, c'est vraiment qu'une toute petite partie du projet. En général, en septembre, les enseignants, les enfants découvraient une cour végétalisée avec le paillage, la terre. Et après, on part sur un autre diagnostic pour tout ce qui est mobilier urbain et usage de la cour. Créer des espaces cocons de lecture, ajouter du mobilier urbain. Il y a vraiment une deuxième partie, généralement on va dire de septembre à décembre, qui est sur la partie mobilier et aménagement. En fait, il faut compter environ une année pour un cycle complet. La première partie, c'est vraiment sur les grandes zones. Et en fait, le diagnostic, les besoins, les envies, on y remonte beaucoup d'usages très différents. On a, c'est unanime dans toutes nos écoles, des enfants qui veulent absolument pouvoir se poser, regarder, bouquiner. En fait, il y a vraiment des besoins de calme qui ne sont pas du tout pensés dans les cours actuels. Donc, il a fallu penser des bancs, des choses comme ça. Les enseignants ont parlé de classe dehors. Comment est-ce qu'on peut faire plus de choses dans l'extérieur? Et ce qu'on sait donc, effectivement, en première étape, c'est on décroute, on délimite les zones. Et effectivement, on a attendu avant de mettre du mobilier parce que l'idée, c'était aussi de voir comment les enfants allaient se réapproprier les espaces. Par exemple, dans la première cour d'école qu'on a faite, on a décrouté le centre de la cour, toutes les périphéries est décroutée en copeaux. Et en fait, tous les enfants jouent sur la périphérie. Il n'y a presque plus personne au milieu de la cour. Et donc, du coup, l'idée, c'était aussi de voir comment est-ce que ces usages-là allaient se mettre en place et ensuite d'apporter du mobilier qui soit déplaçable. L'idée, c'est de rien figer dans un premier temps, qu'on puisse après déplacer en fonction des besoins et que les enseignants puissent aussi bouger des matériels s'ils ont faire une classe dehors un jour, que rien ne soit figé, qu'on puisse après déplacer, réadapter, réajuster les cours d'école un peu en constante évolution finalement. Et sur le premier projet qu'on a mis en place à l'école Les Rives du Loc, on a dégoudronné une partie sur l'été 23-24 et on a dégoudronné une seconde partie à la demande des enseignants. Ce qu'il faut aussi cette année en fait de mise en projet pour que les enseignants puissent s'approprier le projet. Sur les premières réunions qu'on a fait, ils dégoudronnaient un quart de la cour, à peine. En fait, ils étaient très frileux au fait de dégoudronner. Et finalement, le projet, c'était plus de 80% qui a été dégoudronné par rapport aux premières réunions. Et on a même dégoudronné l'été suivant. Parce que généralement, cette partie-là, on l'a fait sur l'été parce que c'est plus simple pour les aménagements. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la cour, elle est évolutive après. C'est pas simplement mettre 3 arbres et un peu de paillage. C'est vraiment voir l'usage, comment les enfants s'approprient à nouveau les espaces parce que ça change complètement l'environnement. Il y avait des questions sur la partie sportive notamment. C'est vrai qu'à chaque réhabilitation des cours, entre guillemets, on a déplacé des structures de foot qui pouvaient être très importantes. On a pu les réorienter ou revoir les espaces. Donc, sans l'enlever parce que nos équipes enseignantes en ont besoin. Concrètement, ils ont besoin de ces structures sportives pour leur accompagnement pédagogique, mais en les mettant sur des endroits peut-être plus isolés de façon à ce que ça ne prenne plus toute la place. C'est surtout que en fait, chaque projet est différent en fonction de la configuration des lieux. C'est une école qui a une infrastructure sportive dans la rue d'en face.
finalement, elle n'a pas besoin de sa cour pour faire du sport. Alors que une école qui n'a pas de gymnase à proximité va devoir faire son activité sportive pédagogique dans la cour. Donc, il faut bien sûr prendre ça en compte dans les besoins, dans le diagnostic. C'est pas la même utilisation qui en est faite si on fait du sport ludique ou du sport scolaire. C'est pas du tout le même objectif. Et ce qu'on peut rajouter avant de passer à la suite aussi, c'est qu'il y a on a mis à disposition des écoles un animateur nature qui s'occupe aussi de travailler des projets avec les enfants sur la cour, notamment des cabanes en osier, etc. Côté travailler sur la pause méridienne et dans le temps scolaire. C'est-à-dire qu'on a créé une continuité en fait des différents temps éducatifs pour vraiment que ce travail de cours d'école soit vraiment un projet d'une école dans sa globalité et pas juste sur le temps scolaire. Voilà, c'est vraiment cette continuité d'avoir une personne qui vient en référent pour commencer des choses sur le temps périsco, sur le temps méridien et continuer en classe sur les différents usages pour aussi apprendre autrement finalement grâce à ça. Et sur la partie potager, on avait des potagers dans l'ensemble de nos écoles qui étaient bien souvent barricadés derrière de jolies petites passerelles en bois. Donc, tout a été ouvert, en fait. Et ça change vraiment pour le lien avec le vivant pour les enfants parce qu'ils ont un accès direct au potager. On voit leur attitude changer parce qu'habituellement, les plans, ce que les enseignants pouvaient nous faire comme retour, c'est que tout était très rapidement abîmé parce que les enfants n'en prenaient pas soin. Et depuis qu'on a ouvert le potager et qu'on a mis les ateliers pédagogiques avec notre animateur, il y a un respect du vivant qui est vraiment beaucoup plus intéressant. Merci beaucoup. On a quelques questions dans le chat qui en fait vont de pair avec des questions qu'on a eues en amont. Et ça fait le lien avec la diapo. Pardon, je vous repartage l'écran juste avant. Qui était celle-ci en fait. Est-ce que vous êtes fait accompagner? Si oui, comment? Sinon, comment vous avez pris les devants? Puisqu'en fait, une méthodologie comme ça, ça peut faire peur aussi. On ne se sent pas nécessairement à l'aise avec la concertation, avec cette phase de rêve qui est peut-être une phase d'euphorie, comme vous l'aviez dit, mais avec le coup près de la phase numéro 3 où on revient à la réalité. Peut-être qu'on peut faire des déçus aussi. Comment on fait pour n'oublier personne sur le chemin? Est-ce qu'il y a des ouvrages à nous conseiller? Donc, en gros, comment vous pouvez partager justement votre méthodo et la façon dont vous avez appréhendé cette partie-là? Alors non, on ne s'est pas fait accompagner, on l'a fait tout seul comme des grands. Et on se débrouille. On se débrouille pas trop mal. En fait, c'est vraiment partie de notre ADN politique de faire la participation. Donc c'est quelque chose qu'on a travaillé en amont. Par contre, on l'a pas sorti de notre chapeau comme ça. On a été faire des visites de cours d'école, notamment avec le réseau Bruded, qui est un réseau en Bretagne principalement de collectivités sur ces questions environnementales et de la ruralité. Donc du coup, l'idée, c'est aussi d'aller faire des visites, de prendre des retours d'expérience, de se rendre compte de comment ça fonctionne, qu'est-ce qui a été fait ailleurs. Je parlais tout à l'heure, par exemple, des cours sportifs, etc. C'est typiquement quelque chose que j'ai vu dans la ville de Clohars-Carnouët, qui est du côté de Quimper, où eux, ils ont un gymnase en face, mais ils ont fait que des paniers de basket pour jouer au foot. Leur terrain de foot, il est réduit de moitié parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir un terrain aux normes sportives. Donc ça, c'est des choses qu'on a prises en compte grâce à différentes visites, grâce à la prise d'informations, la prise de connaissances. Mais par contre, les méthodes, non, on l'a construite nous-mêmes sur des méthodes de participation. En fait, la base en participation, c'est d'expliquer, d'informer dès le départ jusqu'où on peut aller et d'expliquer en fait les règles et d'être très transparent. Voilà, la phase de rêve, elle est super, on ne pourra pas tout faire parce qu'il y a différentes contraintes. Mais à partir du moment où ça s'est posé dès le départ, en fait, les participants, il n'y a pas de problème en fait. Bon, il y a toujours quelqu'un qui est déçu, forcément, mais on peut toujours rappeler le cadre. Tant que le cadre est posé dès le départ, en général, ça permet d'avoir une concertation qui soit bien menée. C'est hyper important. Effectivement, si on avait dit c'est la fête, lâchez-vous, et par contre, à la fin, on se retrouve à ne faire que la moitié, dans le cadre de ce qu'on a fait, ça aurait été très décevant, et effectivement, il y a un risque derrière de déperdition. Mais l'idée, c'était vraiment de présenter le projet dans sa globalité, d'expliquer que c'était une expérimentation, parce qu'on on a démarré comme ça, et l'idée, c'était d'avancer aussi au fil de l'eau, et d'avancer en marchant, comme on dit. Donc, non, c'est plutôt bien passé. Et les documents qu'on vient d'afficher, c'est des documents qui sont mis à disposition des familles, en fait. Généralement, les premières réunions de concertation, on explique la méthode de façon à ne frustrer personne. On explique également la partie rêve avec des équipes d'animation pour les enfants.
Et on a des entretiens avec nos responsables des services techniques. Alors, c'est souvent leur phrase, c'est le réel est cruel. Oui, on a pu le mesurer à plusieurs reprises. Et la direction des finances, voilà, n'en parlons pas. Mais le fait de pas se faire accompagner, ça permet aussi beaucoup plus de légèreté sur le projet parce qu'on peut faire du clé en main. On va venir à évoquer le sujet de Tabarly. Si on s'était fait accompagner, on aurait eu une cour d'architecte. Mais c'était pas notre attente, en fait. Donc, ça nous laisse beaucoup plus de souplesse pour accompagner et pour adapter petit à petit. Parce qu'on n'est pas sur un plan figé. Les cours, elles évoluent au fil du temps. Donc, moi, je trouve que cette méthode de concertation avec les usagers de la cour est bien plus intéressante que d'avoir une jolie cour de carte postale. Enfin, c'est pas l'attente de mes élus et c'est pas le projet pédagogique qu'on met en place sur nos écoles. D'accord. Mais là, vous faites le lien avec des questions qu'on va trouver sur le fil, à savoir ce qui aurait pu être fait ou ce qui a été réalisé en interne, par exemple par les services techniques, services d'espaces verts, dans quelle mesure ils ont été consultés en amont. J'ai cru comprendre que c'était le cas. Quels ont été peut-être leurs retours? Et puis, on parle souvent d'effectifs constants, donc comment on fait pour rajouter des infrastructures sans nécessairement rajouter du poids financier à la commune? Je sais qu'il y a une diapo sur la question de qui va ramasser les feuilles. Tout à fait. Voilà. Elle est à suivre. Effectivement, les services techniques ils ont été associés dès le départ en fait, de la concertation. Déjà pour présenter les équipes, c'est aussi l'objectif, c'est aussi de présenter les équipes municipales aux parents et aux enseignants qui ne connaissent pas forcément toujours les missions d'une collectivité. Ça fait partie aussi de la pédagogie connexe de ce type de projet. Et en fait, les services techniques ont été associés dès le départ, déjà pour se présenter, puis ensuite à la phase de rêve. Une fois qu'on a fait la phase de rêve, il faut expliquer pourquoi on ne va pas tout faire. L'idée, c'est pas juste de dire ça, on ne fera pas parce qu'on n'a pas envie, c'est d'expliquer pourquoi on ne le fera pas. Donc là, les services techniques ou financiers, en fonction, sont présents et viennent expliquer pourquoi tel type de contraintes sont présentes. Et ensuite, ils sont associés sur la réalisation, forcément. Et effectivement, le truc, c'est à moyen constant, comment est-ce qu'on fait? C'est toujours, on rajoute toujours un petit peu de charge sur le plan de charge. Donc, il faut soit décaler des choses, soit externaliser si possible. Voilà, tout ce qui est décroutage, par exemple, c'est externalisé. Sauf si c'est des petites zones qu'on peut faire en interne, forcément. Parce que ça demande des moyens à la fois techniques et humains qu'on n'a pas forcément. Après, c'était un projet de mandature, donc ça avait été mis aussi dans nos plans de charge, que ce soit sur le service éducation ou sur le service sur les services techniques. Quand il n'est pas possible pour nos services techniques au vu de leur plan de charge, je prends l'entreprise Colas, une des cours, on a complètement fait le projet avec Colas. Donc nous, on a fait tout le projet en amont, ils sont venus sur la partie technique. Enlever le goudron, mettre la terre et le paillage. Sur notre première cour, ça a été fait intégralement par nos services techniques, mais aussi par le projet participatif, parce qu'il y a une première partie de l'entrée de la cour qui a été faite par les familles. Et le but de nos cours végétalisés, c'est surtout de faire rentrer les familles dans nos cours. Là, on fera le lien avec le projet de Tabarly dont on va parler ensuite. Les familles, on veut qu'elles rentrent dans la cour, on veut qu'elles viennent planter, installer, qu'elles se sentent accueillies dans cette cour au même titre que les enfants. Et c'est des pas qu'on a fait avec les familles, notamment avec les amicales. Ça a renforcé les liens qu'on a pu mettre en place parce qu'on avait déjà fait des chantiers ensemble. Donc, ils étaient beaucoup plus volontaires sur beaucoup d'actions à suivre. En fait. Il ne faut pas avoir peur du participatif. Je pense que c'est un vrai levier. Les citoyens actuels, ils ont envie de se mobiliser pour leur cours d'école, pour leurs enfants, pour la qualité de l'accueil qui est mis en place. Ils sont souvent de très, très bonnes idées. Enfin, on a eu des très, très bons ateliers nous, sur les ateliers participatifs. C'était une vraie chance. Ça permet de faire du réseau aussi. On a une question notamment relative à l'entretien. Si on pense aux plantes ou on pense au potager, on a beaucoup d'entretiens à réaliser en été, notamment quand on pense à un potager. Comment vous avez intégré ça, puisque a priori en été il y a beaucoup moins d'enfants, à moins que vous ayez un accueil des enfants à cette période-là. Tu peux passer sur la slide qui va ramasser les feuilles, je pense que la transition est jolie. Donc ça, c'est la première question qu'on nous pose sur la partie technique, nos agents d'entretien ou nos équipes d'animateurs. C'est souvent une inquiétude parce que pour eux, une cour végétalisée, c'est des enfants sales, plein de terre, qui ramènent du goudron, qui ramènent des cailloux et des feuilles partout. Alors, par expérience, ça n'est pas du tout le cas, parce qu'en fait, une cour végétalisée avec du paillage, c'est beaucoup moins sale. Donc, on n'a pas un entretien technique, on n'a pas rajouté d'heures d'entretien dans nos écoles. Comment ça s'explique ça? Comment ça s'explique qu'une cour avec du paillage, c'est moins sale qu'une cour avec du goudron? C'est contre-intuitif. C'est pas forcément moins sale, mais ça n'est pas plus sale. On ramène pas de terre, parce qu'en fait, le paillage,
il absorbe l'eau, enfin ça reste sec en fait. Hormis période d'automne ou d'hiver, nos cours ne sont pas plus sales. Et sur la partie entretien, oui, il faut avoir en tête que quand on végétalise une cour, il y a du réassort de paillage à faire. Donc, c'est pareil, c'est mis dans le plan de charge de nos collègues des services techniques. En général, on rajoute du paillage peut-être une fois dans l'année scolaire. Donc, pas nécessairement sur l'été où leur plan de charge est le plus conséquent. Bien souvent, c'est sur les périodes février, avril, ou voire fin août, quand ils sont déjà sur la partie, notamment nos espaces verts, sur la partie entretien de la cour, comme ils font habituellement. En fait. Et puis sur la question du potager, ce n'est pas des potagers industriels, c'est des aromatiques, c'est quelques fraisiers, c'est des tomates cerises. C'est des choses qui s'entretiennent assez facilement. On a régulièrement un enseignant qui passe l'été, parce qu'on est quand même sur une petite commune, donc des enseignants qui habitent à proximité, donc qui viennent de temps en temps filer un coup de main. On a des jeunes du service argent de poche, un spécifique argent de poche qui permet aussi à des jeunes de la ville de se faire un petit peu de monnaie en échange de menus de travaux, qui viennent aussi du coup arroser, récolter si besoin. Et puis on a des fois aussi son loisir qui va l'été dans les cours d'école pour des différentes activités et qui peut aussi venir ramasser les fraises, et c'est comme dommage qu'elles se perdent, ou les tomates cerises pour les manger à la cantine dans la semaine par exemple. Parfait. On rentre dans le vif du sujet? Oui. Alors, sur nos cours végétalisés, habituellement, c'était, comme on vous l'a dit, enlever du goudron, mettre de la terre et du paillage. Sur l'école de Tabarly élémentaire et maternelle, le projet n'était pas du tout le même, parce qu'en fait, on a des cours qui sont déjà très végétalisés, peu minérales par rapport aux écoles qu'on avait auparavant, et on avait des projets pédagogiques pour les écoles très en lien avec la nature. Donc là, le projet qu'on va vous présenter, c'est ce qu'on a mis en place sur l'école maternelle Tabarly. Donc, pour vous donner un contexte, c'est une école maternelle en quartier prioritaire où nous avons 14 nationalités différentes, donc 14 langues différentes. Et on avait un souhait avec nos élus actuels et les équipes enseignantes d'amener du beau et d'amener du lien avec la nature aux enfants. On ne voulait pas une structure type carport, excusez-moi, je ne vais pas faire de publicité parce qu'il faut que j'en sorte 15, mais on a tous l'image du carport un peu carré, un peu pas très joli, etc. C'est absolument pas ce qu'on voulait, nous, pour l'école maternelle Tabarly, on voulait amener du beau pour ces enfants. Donc, on a travaillé avec l'équipe enseignante pour voir quel projet pédagogique ils souhaitaient mettre en place, quel type de structure ils souhaitaient installer. Notre choix a été assez rapide envers la société Sinalagma parce qu'elle proposait quelque chose qui allait complètement dans les valeurs de mes élus, à savoir du châtaignier breton, pas de colle, pas de vis, un atelier participatif avec les familles, et quelque chose de très beau et de très poétique sur les plans de Léonard de Vinci. Donc, autant vous dire que quand on a envoyé les premières projections à nos équipes enseignantes, on avait des lumières dans les yeux et ça scintillait. On a eu la chance de rencontrer Vincent Béchel avec les équipes enseignantes. Donc, on a pu vraiment poser sur la cour les futures structures. Là où on vous disait que c'est bien de ne pas se faire accompagner, finalement, quand on a fait les plans avec Vincent sur le papier, ça passait. Quand on arrivait dans la cour, ça ne passait plus. Donc, et ça, de tout défaut naît une opportunité. C'est là qu'est née la structure Auray, que vous pourrez découvrir sur la petite vidéo qu'on va vous montrer. Parce qu'on s'est rapidement rendu compte que l'accès pompier n'était plus respecté si on mettait les structures sur le devis initial. Donc, cette structure, elle est née de cette difficulté-là. Donc, on voulait une œuvre d'art fonctionnelle. On voulait amener quelque chose de beau. On souhaitait des plantations, certaines plantations quasiment à taille adulte, parce qu'on ne voulait pas attendre 4 ans pour avoir un jasmin en fleurs. Donc, il y avait vraiment quelques desiderata pour l'équipe enseignante qui nous ont donné l'opportunité de travailler avec M. Béchel et avec l'entreprise Sinalagma. Donc, le chantier a eu lieu, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est le petit fly participatif. Je ne l'ai pas précisé, mais on a utilisé la même méthode. Hein, les familles dans les conseils d'école, les équipes enseignantes, les équipes d'animation. Moins les enfants. Parce qu'en maternelle, c'est plus complexe. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais il y a quand même eu un diagnostic de cours qui a été fait avec eux sur les espaces qu'ils aimaient, qu'ils n'aimaient pas. Les espaces qui leur faisaient un peu peur, par exemple. On a pu repérer des espaces qui semblaient peut-être être moins sous surveillance, ou c'est des espaces qu'on va réadapter avec les enfants. Donc, les installations ont été faites au mois de décembre. Avec l'entreprise Sinalagma, des parents bénévoles et l'équipe enseignante.
Et logiquement, un atelier de plantation devait avoir lieu en janvier, mais l'équipe de Sina Lagma a été très efficace parce qu'on a déjà eu les plantes au mois de décembre. Et la petite cerise sur le gâteau, et je remercierai Monsieur Betchel, c'était quand même les arbres fruitiers. C'était une belle surprise pour l'école et un beau cadeau pour les enfants. On a planté 4 arbres en palissade qui n'étaient pas initialement sur le projet, mais qui vont nourrir les enfants à terme. Je crois que Monsieur Betchel, sur les slides suivantes, vous met les fruitiers qui ont été mis en place. Ouais, merci beaucoup, ça a beaucoup trop d'éloges. Et, oui, et vous n'avez pas encore vu la structure, parce que vraiment, quand on vous dit que c'est poétique et beau, on n'est pas sur des structures classiques. Moi, ce que je retiens aussi, dans le cahier des charges, ça a été peut-être assez rapidement dit, mais moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait effectivement un enjeu à ce moment-là de la cour, mais un autre enjeu est assez rapidement remonté dans les différents échanges avec le corps enseignant, c'est en fait, on est sur des écoles avec de grandes baies vitrées, dont des baies vitrées plein sud, plein ouest. Autant vous dire qu'à partir du mois d'avril, mai, en fonction de la météo, et là on est en Bretagne, donc eh bien, avril-mai, oui, c'est bien ça. Ouais, mais non, mais peut-être que dans d'autres régions, il y en a beaucoup d'auditeurs du sud et sud-ouest. On a peut-être cette problématique-là assez dès le printemps. Il y a des salles qui deviennent assez rapidement invivables. Oui. Et donc, on a essayé de trouver aussi un moyen intelligent, avec des contraintes qu'on a découvertes, entre guillemets, sur le tas, avec notamment les accès de pompiers et qui nous ont obligés à redéfinir des choses. Mais finalement, c'est de la contrainte que naissent aussi de belles créations. Donc, on a travaillé sur notamment les ombres portées, qui est un vrai sujet pour pouvoir à la fois allier des espaces extérieurs et en même temps faire bénéficier tous les petits-enfants et le corps professoral des bienfaits des plantes. Alors, je remercierai jamais. Parce qu'il y avait cette question pour les équipes enseignantes, de rafraîchir les espaces scolaires. Exactement, sans mettre de clim, en quelque sorte. C'est ça. Et alors, je vous remercierai jamais assez, mais vous avez compilé une vidéo, ça c'est la première fois que ça nous arrive. On aime bien faire un petit bilan de l'action, et là, en vidéo, c'était quand même le plus simple. Donc ici, c'est une petite vidéo qui dure 1 minute, peut-être 30, quelque chose comme ça, et qui est une sorte de diaporama qui vous permet de voir un peu le chantier, un peu pendant, avant, après. Est-ce que Maud ou Myriam, vous voulez commenter pendant le défilement de la vidéo? Alors, bon, commenter, du coup, vous allez voir en direct l'aspect de la structure. Donc, on voit que c'est quand même quelque chose qui est travaillé beaucoup sur le naturel, avec du bois, du cordage, de la plante. Moi, je voudrais compléter quelque chose. C'est vrai que c'est intéressant. C'est une école qui est au cœur d'un quartier prioritaire, on l'a dit. Et c'est hyper important de pouvoir associer les familles à ce projet. Et on a eu une dizaine ou une quinzaine de parents qui sont venus sur le chantier pour aider. Et ça, c'était formidable. On a eu des mamans, on a eu des papas qui n'avaient pas forcément la langue. On a eu des personnes qui étaient allophones ou qui ne parlaient pas la même langue et qui sont quand même venues participer. C'est quand même quelque chose de très, très riche. C'était vraiment hyper enrichissant. Les petites cerises sur le gâteau, c'est cet effet sur le temps scolaire. Parce que souvent, on dit toujours, les travaux, on ne les fait pas en site occupé parce que c'est compliqué dans les écoles. Et donc là, ce chantier est comme eu lieu sur un temps scolaire. Et en fait, on avait les enfants qui étaient en train de jouer un peu les inspecteurs travaux finis, donc qui étaient tous au bord des barrières en train de regarder comment se vissaient les structures dans le sol, etc. Et c'était vraiment un moment assez fort, j'ai trouvé. Ils étaient tous derrière les vitres en train de regarder comment c'était fait, comment leurs parents travaillaient, qu'est-ce qui se passait. Et c'est vrai que on est au-delà juste d'une structure en fait en bois qui va mettre de l'ombre. On est vraiment sur un projet qui va créer du lien dans cette école. Et ça, c'est vraiment un vrai plus parce qu'on a les enseignants qui vont, comme disait Maud, qui vont travailler sur la structure Léonard de Vinci, qui travaillent sur les plans, qui vont faire de l'art plastique à partir de ça. On a les parents qui vont entrer, qui vont pouvoir voir aussi ce qu'ils ont fait eux-mêmes. C'est vraiment un projet très, très riche. Et ça, c'est chouette. Et pour compléter, ils sont tellement fiers de leur cours que c'est la première année où ils vont faire une porte ouverte. Donc là, il y a une porte ouverte qui va être prévue début mars avec une exposition pour expliquer le projet et pour faire une inauguration des structures en même temps. Donc, on voit quand même sur les vidéos, on était sur des bâtiments assez classiques, sur du plein pied. Là, on amène quand même une touche très, très, très jolie, en fait, très végétale.
C'est pas des structures classiques. La structure Auray a été construite pour l'école, avec la zone d'ombrage qui arrive sur la classe. Voilà, c'est la plus fine. C'est un peu notre fierté locale, quoi. On est fiers en plus qu'elle s'appelle Auray, comme ça, on espère qu'elle va être exportée un peu partout. Les gens du Sud, hein, vous aurez un petit côté breton dans vos cours ou dans vos espaces. Dans l'arrêt, ça marche aussi en breton. C'est vraiment d'une contrainte qu'est née ces structures, la contrainte de laisser passer les pompiers sur l'accès. Donc sur la photo en bas à gauche, vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais l'accès des pompiers. Donc on se devait d'avoir un empattement qui était relativement faible. Et de cette contrainte est née donc l'opportunité de créer une structure spécifiquement pour cette école. Il s'avère que qu'on a co-construit donc une structure en châtaignier, en s'inspirant en gros d'une page qui est la page 899 au verso du codex de Léonard de Vinci, Cadet Atlanticus, tout en charpente, sans clous, sans vis, donc c'est ce que vous voyez en haut. Et on a fait un petit clin d'œil à Éric Tabarly, qui est un grand navigateur et qui a donné donc le nom à cette école, avec à la fois une représentation des vagues de l'océan Atlantique qui est juste à côté, et le golfe du Morbihan. Et puis en même temps, en partie haute, vous voyez ici, on a symbolisé les Saint-Jacques de la connaissance et du partage. Donc on a à la fois cet esprit de partage et de savoir, puisque ces ombrières ne sont pas là uniquement pour faire de l'ombre, c'est aussi un passage de l'ombre à la lumière, et du savoir et des connaissances. C'est un nouvel espace de réciproque, de partage. Alors, je sais qu'il y a quelques questions dans le chat, notamment sur les plantes. On vous partage ici la palette végétale qui a été sélectionnée. Alors, la palette végétale initiale qu'on avait sélectionnée pour ce marché-là, on est sur à la fois des faux jasmins qu'on a installés en plusieurs contenants, avec des longueurs entre 5 et 5,50 m que vous voyez notamment sur la photo de droite et que vous avez pu apercevoir sur d'autres. L'idée, c'est effectivement, comme le décrivait Maud, c'est qu'effectivement, on ait déjà un début de végétalisation sans attendre que les petits plants poussent. Pour des questions d'aménagement, on est aussi parti sur des jasmins un peu plus petits, plus modestes. Et puis, on a voulu panacher avec des clématites et des passiflores qui nous permettent d'avoir des floraisons à différents moments et de belles floraisons. Et puis, une opportunité, alors ça, c'est la vie qui fait ça. Il s'avère que j'ai rencontré les pépinières Baltet de Dumont lors du salon Paysalia. Donc, faut imaginer, Paysalia, c'est 15 jours avant le chantier, qui s'est tenu donc la semaine avant Noël 2025. Paysalia, c'est le plus grand salon du paysage d'Europe qui se tient tous les 2 ans à Lyon. Et là, je rencontre des gens incroyables que je ne connaissais pas, des pépinières Baltet de Dumont, qui sont donc sur 3, qui est une pépinière qui a été créée en 1595 et qui est spécialisée dans les fruitiers anciens en espalier. Donc, c'est vraiment un marché de niche et donc, j'ai pris le pari, ça a été fait, ça a été validé en 2 heures en conseil municipal avec les parents, avec le corps enseignant et la direction, de justement utiliser ce projet d'Auray pour faire une sorte d'expérimentation en installant des fruitiers palissiers avec des noms incroyables comme Belle Joséphine, la Rainette étoilée, un poirier aussi, on a mis un poirier. Et donc, ça rajoute vraiment quelque chose de très, très intéressant dans cette cour où justement on va pouvoir apporter non seulement de la végétation, mais aussi des fruits comestibles qui ne sont pas mûrs tous au même moment. Donc, c'est très intéressant pour les enfants aussi. Est-ce que Maud ou Myriam voulez rajouter quelque chose? Non, je pense qu'on va peut-être répondre aux questions s'il y en a. Alors, il y a des questions dans le. Je vais compléter quand même En effet, ça a été fait en 15 jours. C'est vrai que si on avait fait appel à une entreprise, je ne pense pas qu'on aurait eu cette opportunité. Non. Donc, on a de la chance d'avoir l'entreprise Synalagma et d'avoir des élus et une équipe enseignante qui était très, très ouverte sur le projet et prête à expérimenter beaucoup de choses. Donc, on a pu prendre cette décision très rapidement.
Oui. Alors, il y a des questions sur le sol. Est-ce qu'il est resté en goudron? Alors, pour le moment, il est en goudron, mais il y a une deuxième phase pour cette cour qui est prévue aux vacances de février, pour dégoudronner une partie, pas nécessairement au niveau de la structure. Là, en fait, on va être maintenant sur la partie usage pour les enfants et on va laisser quelques mois passer pour voir ce que les enseignants souhaitent. Nous, on imaginait en tant qu'adultes des petits coins lecture ou un peu de chill sous les ombrières. Peut-être que les enfants et les équipes enseignantes auront d'autres envies. Donc là, pour le moment, on laisse la partie ombrière telle qu'elle est. On va dégoudronner une partie de la cour de l'autre côté aux vacances de février et on verra d'ici 5-6 mois sur l'été si on dégoudronne une partie ou pas. On voulait aussi laisser le temps aux plantes de ne pas trop toucher. Plantes très résistantes, parce qu'on a eu nos premières tempêtes il y a peu et elles sont toujours bien vivaces, pas de souci. Alors, il y a quand même des questions sur la pousse des plantes. Effectivement, ce ne sont pas les plantes, les plants les plus imposants qui poussent le plus vite. Alors le jasmin, c'est vraiment une plante grimpante qu'on va trouver assez souvent dans ce genre de cas d'études, mais pas toujours. En fait, ça a l'avantage d'avoir un feuillage assez dense. Ça pousse rapidement, oui et non. Ça veut dire que ça va vraiment dépendre de la qualité de votre sol, de l'exposition, du stress hydrique potentiel que vous pouvez rencontrer. Là, il peut être intéressant de travailler avec un paysagiste. Donc, nous, on a intégré, on est charpentier, hein, donc on a intégré dans le projet un paysagiste que vous avez vu sur quelques-unes des photos et qui nous a aidé tout le long du chantier, à la fois dans la définition, en amont dans la définition des plantes et pendant le chantier sur la création des fosses, la vérification de la qualité de la terre, etc. et des différents drainages pour justement nous assurer à la fois une bonne prise, un bon enracinement. Alors là, évidemment, l'enracinement, on ne l'a pas fait au mois de juillet, hein. On est en mois de décembre, et à la fois une robustesse. Après, on est sur du vivant, donc ça se bichonne un peu aussi. Mais par contre, l'intérêt vraiment d'avoir des plantes qui soient déjà assez importantes, combinées à des plants plus modestes, c'est vraiment d'avoir à la fois un effet visuel et puis commencer à mesurer les premiers effets lors des premières chaleurs. Je vais regarder s'il y a encore des questions. Alors, on va passer. On a des bulles d'inspiration. Alors, pour ceux qui sont encore connectés sur le logiciel, je vous invite à basculer dessus. Et sinon, hop, attendez, afficher les instructions. Voilà, je vous remets simplement le lien sur l'écran. En fait, je pense qu'on est tous déconnectés en réalité. Voilà. Donc là, vous pouvez commencer à donner des réponses. C'est une bulle de réponses qui vont servir à l'ensemble du groupe. Vous pouvez mettre autant de réponses que vous le souhaitez. Et je laisse le lien ouvert encore un peu de temps pour vous laisser entrer. Il y a 10 personnes connectées pour le moment. Alors, sur 38 participants, il y a 38 connectés. C'est parfait. Même 39. Maud et Myriam, qu'est-ce que ça vous inspire, ces retours qu'on peut avoir des différents participants? Les mots principaux qui ressortent pour l'instant, c'est coopération, participative, collaboration,
lien. Donc oui, effectivement, c'est la plus-value de ce projet. Ça, c'est un plus indéniable. Et puis effectivement, après, tout ce qui ressort, c'est l'esthétique. Ça bouge tout le temps, c'est une horreur. Simple à suivre. Arrêtez de répondre. Non, mais effectivement, ce qui ressort, c'est ça, c'est le participatif, c'est la coopération, c'est la nature, l'esthétique. Voilà, c'est enthousiasmant de voir que, voilà, que ce projet qu'on a porté, alors moi d'un point de vue d'élu, mais moi au niveau des services, on en parlait là, avec le micro coupé, de dire voilà, c'est vraiment un projet qui était enthousiasmant pour les équipes, à la fois de la direction d'éducation, mais aussi de services techniques qui ont, même si c'est pas eux qui ont réalisé, qui ont quand même suivi le projet, qui ont été aussi un peu initiative de la réflexion, de se dire voilà, on aboutit à quelque chose qui est aussi qualitatif. C'est enthousiasmant et c'est une vraie fierté en fait pour nous d'arriver là. Donc non, c'est chouette de voir que c'est reconnu et que ça peut inspirer surtout. Et mettre de l'art et du beau dans les cours des récréations, c'est très important en fait. Là, on est dans un quartier prioritaire, mais ça pourrait être n'importe quelle école. Mettre un peu de beau, de nature et d'architecture dans nos cours et arrêter de commander sur tous les catalogues en ligne qu'on peut faire. Ça ne coûte pas nécessairement plus cher, mais par contre, le projet, il n'a pas du tout la même saveur. Ouais. On prend quelques questions qui sont dans le chat, ça vous va? Oui. Alors, on a des questions d'investissement des animateurs APS. Est-ce qu'il est constant? Est-ce que vous avez des subventions? Il y a des questions sur le prix, des questions sur les contraintes de toxicité des grimpantes. Alors, c'est Nolwenn qui pose cette question. Peut-être c'est vous qui avez posé la question en amont déjà. On a pris le temps, pour les questions qui avaient été faites en amont, on a pris le temps avec Madame Devin de répondre dans le tableau Excel. Comme ça, si on n'a pas le temps de les évoquer aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, on a pris le temps de nourrir nos réponses. On pourra vous l'envoyer à la fin du webinaire, ce sera peut-être le plus simple. Mais il n'y a pas de restrictions sur les plantes, ils font des recommandations. Et effectivement, on a évité tout ce qui était allergique, piquant, épineux ou douteux sur le plan des petits fruits, effectivement, à ne pas consommer. Donc on est resté sur des variétés qui sont classiques et non allergènes, évidemment, sur une cour d'école. Et pour les équipes d'animation, en fait, elles sont toujours moteurs dans nos projets. Ça fait partie de notre projet éducatif de territoire, de toute façon, les actions en lien avec la nature. On a des animateurs nature pure qui sont mis à disposition de l'école pendant une année, comme vous l'a dit tout à l'heure. Et à côté de ça, on a ce qu'on appelle le catalogue EAC. Donc, c'est tous les ateliers qui sont proposés aux écoles, où on a des parcours spécifiques pour les cours végétalisés. Donc, des équipes d'animation peuvent venir accompagner un enseignant sur, par exemple, le potager ou sur la graine à l'assiette dans le cadre de notre projet alimentaire. C'est des choses qu'on est en train de construire avec les équipes d'animation. Et ces projets-là, pour les équipes d'animation, c'est porteur aussi d'un nouveau sens de l'usage de la cour. Donc, il y a toute une pédagogie qui est mise en place derrière d'accompagnement pour les enfants. Il y a des questions aussi qui reviennent à plusieurs reprises sur l'aspect du financement. C'est aussi le nerf de la guerre. Vous avez rédigé des dossiers. Comment vous y êtes pris? Alors, sans trahir de secret. Je vous donnerai que des fourchettes. Dans tous les cas, on n'a pas d'aide préélectorale, je ne vous donnerai pas de montant. En général, sur nos cours, on va être entre 20 et 50 000 euros par projet, suivant la taille de la cour. On les fait en fonds propres. On n'a pas demandé de subvention. Les questions des subventions vont se poser sur la dernière cour qui nous reste à faire. On a eu du fonds vert sur la première. Oui, pardon, en effet, on a eu du fonds vert sur la première, en effet. Mais on ne fait pas de demande spécifique. En général, c'était plutôt dans nos budgets à nous pour gagner du temps. Sur la dernière cour qui nous reste à faire, là, par contre, on va devoir aller demander des subventions. Et d'ailleurs, M. Betchel m'a donné quelques liens ou organismes à solliciter. Parce que le projet est beaucoup plus conséquent. On est également sur l'ombrage comme pour la maternelle, mais la longueur est beaucoup plus importante. Donc là, on ne passera pas en budget simple. Mais M. Betchel adapte aussi, en fait, la société Sinalagma. Sur le projet de la maternelle, notamment, nous, on avait un coût maximum. Donc, on a fait les structures en fonction de ce coût. On a adapté aussi notre projet par rapport à notre budget. Okay. Et ce n'est pas plus cher de faire du local, du breton, du sans colle, sans vis. Vraiment, ce n'est pas plus cher. Parce qu'on avait pu faire des devis comparatifs avec le type de structure bulle en plastique qu'on connaît tous dans nos écoles en mode préau. Honnêtement, il n'y avait pas photo sur les prix. Il y a une question sur l'écosystème. Est-ce que vous avez travaillé sur l'écosystème de la cour
oiseaux, guêpes, frelons, fruits. Je la C'est livre mis comme en place ça. dans le cadre des EAC. Ouais. Il y a un accompagnement qui peut être fait. On a nos animateurs nature qui peuvent accompagner l'école dans ce cadre-là. Mais on avait la chance d'avoir des équipes enseignantes qui sont déjà très moteurs sur les sujets. On a des installations qui sont faites à la demande des écoles, par exemple sur des nichoirs à chouettes ou hibou dernièrement. Oiseaux et insectes. Voilà, c'est ça. On a des chauves-souris aussi qui se promènent. On a des écoles qui sont très sensibilisées sur ces questions-là, donc effectivement, c'est aussi une facilitation de ce type de projet. On arrive avec des équipes et des écoles qui sont demandeuses de projets liés à l'environnement. C'est indéniable. Il y a les questions de financement reviennent malgré tout. Alors, pour en avoir expérimenté quelques-unes, on parle souvent de l'agence de l'eau. Ce sont des subventions qui reviennent souvent autour de projets de désimperméabilisation de cours d'école et de déconnexion des eaux pluviales du réseau d'eau usée. Et l'agence de l'eau abonde de manière assez généreuse les projets, ce qui fait que ça a un impact très significatif, soit sur le coût restant pour la commune, pour un projet fixe, ou alors la possibilité d'avoir des projets plus ambitieux à ISOCOût. Et l'agence de l'eau est très preneuse justement de projets de ce type-là, puisque c'est de l'eau en moins à traiter dans les stations. Donc il y a un vrai intérêt économique. Effectivement, donc ils financent les projets globaux, évidemment pas simplement mettre juste des ombrières ou d'autres mobiliers, mais ce sont des projets dans leur globalité. Effectivement, Madame Mérida, c'est exactement ça. Et donc vous avez des instances départementales qui s'appellent les CAUE. Et les CAUE, ce sont des instances publiques qui sont là pour accompagner notamment les communes et les petites communes encore plus que peut-être dans les grandes qui sont probablement davantage structurées en interne. Mais les CAUE sont vraiment de bons alliés pour vous aider dans le montage des dossiers. Puisque souvent on peut avoir peur de rédiger un dossier de subvention et sincèrement on n'a pas le temps toujours. Donc la région aussi peut-être d'une bonne aide, le département, il y a des projets Courroisis, donc il y a effectivement un certain nombre d'aides. Et je pense que après vous avez des entraides aussi qui se font par des réseaux de communes ou des réseaux nationaux de fonctions comme l'ANDEF par exemple. Tout à fait. Parfait. Et le fond vert, exactement. Oui, le fond vert. C'est vrai que nous, on a fait appel principalement au fond vert parce qu'au niveau de l'agence de l'eau, on n'a pas créé de bassin de récupération des eaux de pluie. Ça n'a pas été dans les projets qui ont été portés, donc on n'a pas forcément fait ce genre de demande. Et ensuite, sur les différents types de financement, Courroisis, effectivement, n'a pas été. Mais c'est vrai qu'on a surtout travaillé en interne aussi pour pouvoir porter nos projets de bout en bout rapidement. On sait que dès qu'on fait aussi des subventions, la problématique aussi qu'on peut avoir, c'est le temps long des fois, ou les contraintes liées au financement. Donc on a fait ce choix de ne pas forcément aller beaucoup en chercher. Mais voilà, sur la dernière cour d'école, je pense qu'on ira sur des recherches de financement, parce qu'effectivement, c'est une cour qui est beaucoup plus grande, avec des besoins à la fois en décroutage, en aménagement et en ombrage. Donc là, on risque d'avoir des choses un peu plus conséquentes. Et peut-être qu'on ira mettre un petit bassin pour récupérer le financement de l'agence de l'eau. Oui. Exactement. Je vous remercie beaucoup, Myriam et Maud, de vous être prêtés au jeu. C'est pas toujours simple, ce type d'exercice. J'espère que pour les participants, vous avez pris du plaisir à partager ce moment avec nous. Il y aura un deuxième temps qui sera le partage des réponses aux questions qui auront été posées soit dans le chat, soit en amont. On va également vous partager les diapos, les supports et on peut effectuer les mises en relation si d'aventure il y a un intérêt d'effectuer des mises en relation, puisque c'est ensemble qu'on arrive à bâtir un monde meilleur. Le mot de la fin pour Maud et Myriam.
Moi, je trouve que c'est très bien. Ensemble, tout seul, on va vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Je trouve que ça paraphrase un peu ça. Effectivement, ensemble pour un monde meilleur. Je trouve que c'est formidable. Je propose qu'on s'arrête là-dessus. J'adore. Moi, ce serait mettez du beau et osez pour les cours d'école. Mettez du beau pour les enfants. Ils méritent du beau. Et surtout, ne vous limitez pas. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup et passez une belle après-midi. Merci beaucoup. Merci à vous.